Oui, non, mais c'est très bien. Elle est parfaitement légitime et je comprends le sujet. Il faut quand même rappeler que je pense que la Caisse des dépôts a tenté au cours des dernières années assez largement d'y répondre. D'abord, dans ce qu'elle fait surtout sur la gestion de dette, puisqu'on diversifie les index et on offre la possibilité de changer, de passer du livret à taux fixe pour une part de plus en plus significative de la dette. On a également lancé l'an dernier un produit, le Primo Fixe, qui offre une visibilité en taux fixe les premières années de l'emprunt. Je note d'ailleurs qu'il ne marche pas si bien que ça, donc ça sera intéressant qu'on en parle, comme quoi l'appétit pour le taux fixe, il est parfois aussi relatif. Mais fondamentalement, là, on parle de changer d'échelle, si je comprends bien. Et donc la question, c'est est-ce que la Caisse des dépôts, dans son modèle, puisqu'on parle du modèle, est capable d'assumer, à la limite, allons-y, une production intégrale de ses prêts en taux fixe. Donc on parle là de 10, 13 milliards d'euros, peut-être un petit peu plus. Et là, la réponse très clairement est non. Non, ça n'est pas possible parce que ça suppose, sans rentrer dans la technique, de prendre un risque excessivement important sur le bilan du fonds d'épargne. On a au passif une ressource variable indexée sur le livret A, ça tout le monde le comprend. Si en face on fige les choses avec des taux qui demeurent fixes, on prend un risque de taux absolument considérable. Ce risque de taux, il doit être quelque part, il est dans les fonds propres du fonds d'épargne. Et donc concrètement, faire une production de 10 milliards d'euros de prêts chaque année à taux fixe, ça veut dire 1,5 milliard d'euros de fonds propres en plus à mettre en face. Donc un, ça n'est pas possible. Deux, est-ce que c'est souhaitable seulement? Et là aussi, je reste interrogatif, mais le débat est lancé, puisque en réalité, je récuse totalement l'idée que ça conduirait à prendre des produits structurés. Je pense qu'il existe des possibilités qui n'ont rien de structuré et rien de risqué, permettant de basculer à travers des swaps, on prononce le mot, vers du taux fixe, si cela est souhaité par l'organisme. Traduisez un petit peu pour nous tous. Simplement, c'est un échange, c'est-à-dire on obtient un autre produit financier qui garantit la stabilité d'un taux fixe. En qui n'est pas risqué. Et qui n'est pas risqué au sens où il ne s'agit pas de spéculer d'une quelconque manière sur des écarts entre le franc suisse et le yen ou toute autre chose assez loin des fondamentaux des organismes HLM. Tout à fait. Et donc cette possibilité-là, elle existe. Je pense que beaucoup d'organismes l'utilisent et ça n'est pas matière à débat. Et je pense que ça répond assez largement à la problématique. Et enfin, je ne crois pas que dans le bilan des organismes HLM, il soit souhaitable d'avoir une très forte prépondérance du taux fixe. Je pense qu'il me paraît prudent, c'est d'avoir une mixité d'index et un bon équilibre entre du taux variable et notamment du taux livret A qui a quand même un immense mérite, me semble-t-il, c'est d'être un taux moyen entre l'inflation et les taux courts. Voilà. Et ça, c'est quand même une bonne garantie. Donc oui, plus de taux fixe, je l'entends, c'est parfaitement légitime. Non, pas du taux fixe massivement. Voilà, pardon pour ce débat un peu technique, mais c'est une question qui est posée et qui est dans le débat. Après tout, on parle d'un futur modèle économique. La question du foncier aussi, peut-être que vous souhaitez l'aborder les uns et les autres, elle est évidemment centrale. Thierry Bert, que peut-on dire à ce sujet si on part du constat? Je vais en parler un petit peu, puisque c'est à peu près la moitié de la hausse que nous avons constatée, si vous voulez, sur les coûts de la construction. Nous en avons déjà beaucoup parlé dans la table ronde de ce matin, nous avons parlé également dans la table ronde d'actualité de ce matin, nous en avons également parlé hier avec les territoires. Je crois que nous, là encore, c'est vraiment un exemple très important, essentiel même, de politique au niveau local. Nous ne pouvons pas faire si nous ne travaillons pas la main dans la main avec les collectivités locales pour avoir des réserves foncières, pour avoir une politique de priorité, pour avoir des politiques de préemption éventuelles, pour avoir des politiques d'aménagement qui soient adaptées notamment au transport et aux équipements publics. Et je souhaiterais vraiment que Philippe Dallier complète sur ce point-là, parce que je suis vraiment convaincu qu'il y a un contrat à passer entre l'État, les collectivités locales et le mouvement HLM sur cette affaire-là, au travers notamment des communautés urbaines. Il est prêt, Philippe Dallier, c'est son sujet qui lui est cher. Sur l'idée du contrat, je partage cette idée, mais je vais peut-être la développer un peu. Maintenant, sur le coût du foncier, en fait, vous avez deux problèmes. Est-ce que votre modèle est bon? Moi, je pense qu'il est bon. Après, c'est une question d'équilibrage. Quelle part pour les fonds propres? Comment les trouver? Quelle part pour l'emprunt? À quel prix? Quelles aides de l'État? Quelles aides des collectivités locales? Quelles aides d'Action Logement? Quelle mutualisation entre bailleurs? Voilà, on a à peu près le modèle. Maintenant, effectivement, quel poids à chacun de ces critères? Le modèle est bon.
Qu'est-ce qui crée l'inquiétude aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous vous réinterrogez sur le modèle? Bien, c'est effectivement parce que vous vous demandez si vos financements sur ce modèle-là, à moyen terme, sont assurés. La crise étant là, on peut effectivement s'inquiéter, et c'est ce que vous faites. Donc moi, je suis effectivement pour un contrat entre tous les acteurs, un contrat sur 5 ans, allez, reprenons un plan quinquennal, pour sécuriser les acteurs. Donc vous sécurisez. Que l'État s'engage sur, non plus un triennal, mais à 5 ans, que chacun des acteurs s'engage. Même si, effectivement, dans l'engagement et dans le contrat, on peut accepter l'idée d'un désengagement peut-être partiel et temporaire de certains des acteurs parce qu'ils ont des difficultés. Mais il faut que vous ayez une visibilité. Parce que quand il n'y a pas visibilité, il y a inquiétude et du coup, on arrête les projets et ça serait le plus catastrophique. Donc, l'idée du contrat, sur 5 ans, je suis d'accord, ce qui nécessite que tout le monde réfléchisse avec le même objectif temps. Parce qu'on voit que d'un côté, l'État a un triennal pour son budget, on voit que les négociations avec Action Logement, pour savoir combien on va lui demander de financer pour l'ANRU, pour l'ANA, etc., on est sur une autre temporalité, tout cela ne va pas. Il faut se mettre tous dans un tempo de 5 années et vous garantir que pendant cette période-là, avec un objectif de construction, voilà comment sera répartie la charge. Ça, je pense que c'est peut-être une idée à creuser. Mais de l'autre côté, quand on a réglé le problème des sources de financement, se pose effectivement la question du coût de la construction. Et dans le coût de la construction, il y a effectivement le coût du foncier. Moi, je pense, et c'est peut-être iconoclaste dans ma famille politique, qu'il va vraiment falloir se poser la question suivante. En quoi les aides publiques, que ce soit les aides personnelles ou les aides à la pierre, ou les crédits d'impôt, tout ce que vous voudrez, en quoi est-ce que ça contribue à la flambée des prix ? Parce que ça, fondamentalement, c'est quand même une question qu'on a presque toujours évité de se poser. Alors on se la pose un peu parce qu'il y a une partie des aides publiques qui sont soumises à des plafonnements en matière de loyer, mais je pense qu'il va falloir aller plus loin que cela, parce que tant que le prix de sortie du loyer pourra être aussi aberrant qu'il l'est parfois, eh bien vous n'arriverez pas à réguler à la base le prix du foncier. Et ce ne sont pas les collectivités locales avec leurs propres difficultés qui vont pouvoir compenser effectivement ce que demande un propriétaire parce qu'il sait que ça vaut cela, parce que le prix de sortie du loyer sera à tel ou tel niveau. Donc je pense qu'il va falloir ouvrir le débat. Aide publique contre plafonnement beaucoup plus drastique du loyer à la sortie. Et à mon avis, ça sera la seule manière de refaire descendre la pression de la flambée de l'immobilier et de la flambée des loyers. Est-ce qu'il faut que l'État aille jusqu'à... Pardon, oui, il y a quelques applaudissements qui saluent vos propos. Je veux leur laisser la place. Est-ce qu'il faut que l'État aille jusqu'à fixer un prix maximum sur les terrains même de construction, les terrains à bâtir? Non, je pense que... Est-ce qu'on a des exemples ailleurs? On va demander à Claire Roumet après. C'est par l'autre bout qu'il faut voir la question. Le prix du terrain, il est calculé en fonction soit du mètre carré à la vente, soit du loyer qu'on en espère. Donc si effectivement on agit par le haut, vous verrez que ça se régulera par le bas. Je ne pense pas que l'inverse soit la bonne méthode.